J'ai beaucoup aimé l'idée de marcher à l'envers, ça m'a fait penser à un truc très intéressant, un souvenir. Une phrase qui dit prendre du recul, c'est prendre de l'avance, parce que prendre du recul, c'est prendre de l'élan. Ça m'a fait penser à ça. C'est une phrase d'un type que certains connaissent peut-être, qui chantait dans les années 90, qui s'appelait MC Solar. Et, euh, et je vais essayer humblement de faire ça un peu avec vous, de faire un pas de côté ou un pas en arrière. Je vais faire attention à mes quadriceps. Je ne vais pas vous parler de l'intérêt général. En tout cas, je ne vais pas dire le mot. Je ne pense pas avoir besoin de dire le mot de l'intérêt général, ni de vous convaincre que, vu ce que l'on vient d'entendre de Charles et de la part de Guillaume, que l'intérêt général, aujourd'hui, en 2018, notamment pour des gens comme vous, de cette génération-là, c'est quelque chose qui est entièrement mêlé avec vos intérêts respectifs, individuels. Donc je n'élabore pas là-dessus. En revanche, je veux commencer en vous racontant, en vous donnant 5 idées en tête. Pas 5 idées, en parlant de 5 personnes. Et en vous demandant, à votre avis, c'est moi qui donnerai la réponse, ne vous inquiétez pas, sauf si je vois des mains se lever, en vous demandant, à votre avis, quel est le point commun de ces 5 personnes-là? Quel est le point commun entre un enfant qui, au bord du lac Tchad, à 5 ans aujourd'hui, est en train de lutter contre le syndrome de malnutrition aiguë sévère? Entre cet enfant-là, au bord du lac Tchad, et entre un SDF au coin du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes, qui habite là-bas sur ce morceau de trottoir depuis 25 ans. Vous pouvez choisir un autre coin de Paris si vous voulez. Et une personne âgée, dépendante, homme ou femme, rue Saint-Guillaume, sous les toits, qui ne peut plus sortir de chez elle, parce qu'elle n'a pas assez de moyens pour le faire. Et un ingénieur syrien sur un radeau au milieu de la Méditerranée. Et le point commun entre ces 4 personnes-là est un enfant d'une famille très aisée, où vous voulez dans le monde, pourquoi pas à Paris ou ailleurs, polyhandicapé, dont ses parents ne peuvent pas s'occuper. Quel est le point commun entre ces 5 profils-là? Notre petit enfant du lac Tchad, notre SDF du coin et les 3 autres. De mon point de vue, il y a 2 éléments à vous dire. Le premier, c'est que ça peut être nous, ou cela a pu être nous, vous, moi, ou cela a pu être mon père, mon grand-père, ou ça pourrait être moi demain. Donc ça nous concerne. Ce que je vous dis là, je vous parle de personnes qui sont comme nous, potentiellement, qui portent en elles une formidable capacité de développement et une formidable capacité de vulnérabilité aussi. D'où l'importance que l'intérêt général soit l'intérêt de chacun aussi, et que nous sachions parler français et prononcer correctement, et que nous le sachions. Mais surtout, ces 5 personnes-là, elles ont un autre point commun, et c'est le point sur lequel je veux un peu développer ma pensée aujourd'hui, c'est qu'elles sont aidées par une seule et même forme d'organisation. Et ces organisations-là, même si elles ont des statuts juridiques différents d'un pays à l'autre, elles ont une particularité commune. Ces organisations-là, je les appelle les organisations non-profit. Cela peut aller encore un peu en partie, nous y reviendrons, de l'État, jusqu'à la petite association du coin, au fin fond du Limousin en France ou dans le Connecticut, en passant par la grande ONG internationale ou par la nouvelle entreprise de l'ESS ou les nouvelles formes de MG comme le sont Singa. Ces organisations-là se sont toujours occupées des personnes soit à la marge de la société, soit lorsqu'elles sont à la marge de la société. Acceptez, s'il vous plaît, le « lorsqu'elles sont à la marge », qui me permet de partager avec vous mon espoir qu'on peut être à un moment vulnérable et ne pas l'avoir été avant et ne plus l'être après. Et donc ces organisations non-profit, les ONG si vous voulez pour faire court, ou les associations, appelons-les non-profit, vous allez voir pourquoi. Eh bien elles s'occupent de ces personnes-là, de ces vulnérabilités, des marges de la société. Et les choses ont beaucoup changé depuis le jour où elles ont commencé à s'en occuper. Les choses ont changé, pourquoi? D'une part parce que l'État, conformément à ce qu'a dit Charles tout à l'heure, a de plus en plus de mal à apporter sa contribution aux besoins de cette vulnérabilité-là et aux besoins de ces personnes-là. Deuxièmement,
parce que le nombre et la variété des vulnérabilités dans le monde, pas uniquement en France, a considérablement augmenté et que la variété des situations s'est développée également. Et puis un troisième paramètre est venu entrer en jeu, et il est double. Ce troisième paramètre, c'est d'une part que le monde, que les nouvelles générations se sont mises à considérer la prise en charge ou l'importance de ces personnes lorsqu'elles sont vulnérables comme étant un élément crucial de l'équilibre de nos sociétés. Aujourd'hui, un jeune étudiant ou un étudiant, je le crois en tout cas, lorsqu'il appréhende le monde, ne l'appréhende plus en faisant fi des personnes qui sont à la marge et ne l'appréhende plus sans se poser la question du monde lui-même, de la planète. Donc le social et l'environnement sont devenus des sujets au centre de nos sociétés. Et donc comme ce mouvement a amené la marge au centre, au Burkina Faso, en France, aux États-Unis, au Bangladesh, en Chine, partout dans le monde, hein, cette marge elle est revenue au centre. Eh bien les organisations qui s'en occupent sont redevenues au centre aussi. Et aujourd'hui, nos sociétés, elles ne dépendent plus du triptyque historique État, entreprise, individu, citoyen. Elles sont et elles doivent leur équilibre à la moins imparfaite alliance entre ces quatre acteurs. L'État, toujours plus ou moins présent en fonction des cultures, des histoires et des pays. Les entreprises, plus ou moins cupides, elles ne le sont pas toutes. Les individus, plus ou moins égoïstes, plus ou moins intéressés par l'intérêt général. Et les ONG, le non-profit, qui par nature semblent être purement destinés à s'occuper de l'intérêt général. Et c'est bien parce que ce secteur, il a des vertus. D'abord, je voudrais changer un point de vue que vous avez peut-être, j'espère que vous ne l'avez pas, mais je fais l'hypothèse que vous l'avez, ce point de vue. C'est que le non-profit, en tout cas en France, dans sa structure juridique qui est la structure associative, le non-profit, ce n'est pas ne pas faire de profit. L'association des étudiants qui s'occupent des migrants à Sciences Po, la Croix-Rouge française, l'association du club de rugby Intel au fin fond du Pays Basque, l'UNICEF France, Action contre la faim, l'association, la fondation Saint-Joseph qui gère un hôpital dans le 14e arrondissement, ont le droit de faire de profit. Ce sont des structures qui sont des structures potentiellement dans le secteur marchand, dans le secteur du profit. La seule vraie différence, et la vraie interdiction qui les sépare du monde qu'on appelle capitaliste ou du monde du marché, c'est que ce profit-là ne peut pas être destiné aux fondateurs. Il ne peut être destiné que à satisfaire, écoutez ces deux mots s'il vous plaît, l'objet social de ces organisations-là. Gardons-le, l'objet social. Je le reprendrai tout à l'heure. Donc j'espère avoir cassé quelque chose, c'est que le non-profit, ce n'est pas être loin de l'argent, ce n'est pas dédaigner la performance, ce n'est pas s'interdire de mesurer l'impact de ce que l'on fait, ce n'est encore moins refuser la question de la production de richesse ou de valeur. Le non-profit, c'est ne pas rémunérer le capital par l'exploitation des valeurs que l'on produit. Pourquoi je parle très fort en vous disant ça? Parce que je pense que c'est au cœur de ce qui est en train de se passer, ou en tout cas pour moi, de ce qui doit se passer. Qu'est-ce qu'il doit se passer? Et Charles l'a dit, et Guillaume aussi l'a dit, et d'autres le disent. Il doit se passer un moment où ces structures, quelles que soient leurs différences et leurs variétés, quelle que soit la nature des actions qu'elles mènent, se mettent à l'intérieur de ce qui est la règle commune de la vie sur Terre, une des règles communes de la vie sur Terre, qu'elle nous plaise ou non. Cet espace-là, c'est l'espace de l'échange. C'est l'espace du marché. Et ce n'est pas une posture politique, libérale plutôt que socialiste que je dis là. C'est un constat. Nous participons tous à l'échange. La question, c'est quels sont les termes de l'échange. Mais bref, ces structures ne sont pas dans cet espace-là aujourd'hui. Elles ont fait un chemin pour revenir au centre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il leur reste un chemin à faire
pour arriver dans ce territoire-là. Pourquoi? Parce que c'est le territoire où l'on sait mesurer la valeur des choses. Et peut-être que les cryptocurrencies changeront ça demain, mais aujourd'hui, et moi, mon horizon, et je m'en excuse si le vôtre est beaucoup plus large, mais le mien ne m'amène pas à me sentir capable d'inventer autre chose que l'argent. Donc je fais avec. Accordez-moi ça, s'il vous plaît. Tant qu'il y a ça, et le marché, l'enjeu, de mon point de vue, c'est que ces organisations non-profit, qui ne le sont pas, vous l'avez bien vu, puissent se mettre à bénéficier de ce qui est le plus puissant aujourd'hui, mais pas pour produire les désagréments, pour être poli, de la folie de ce système, beaucoup trop financier, rémunérant beaucoup plus le capital que le bien-être, mais pour au contraire apporter deux choses, apporter cette formidable capacité de création de valeurs humaines que porte la formidable variété des organisations non-profit. Constatez avec moi, s'il vous plaît, que cette variété de valeurs humaines, elle est tous azimuts. C'est bon pour les gens qui sont accompagnés. Et d'ailleurs, au surplus, vous savez bien que de plus en plus, notamment les ONG internationales, ne sont plus en train de faire du top-down avec les enfants du bord du lac Tchad, mais plutôt en train de définir ensemble avec les communautés, mais aussi en France et ailleurs, quels sont leurs besoins et les solutions à mettre en place. Donc les personnes avec lesquelles nous travaillons et qui ont des besoins profitent de cette vertu des ONG. Mais les personnes qui travaillent, salariés, comme moi ou comme d'autres parmi vous, profitent aussi de cela. Je profite humainement parlant. Je gagne mal ma vie, en tout cas moins bien que si j'étais dans un grand groupe commercial, mais je profite de cela. Et les bénévoles, qu'ils soient administrateurs ou qu'ils soient acteurs sur le terrain, profitent aussi de cela. Profitent au sens où nous l'avons vu tout à l'heure, cette activité-là, cet engagement-là, nous porte, nous nourrit, nous rappelle que nous sommes autre chose qu'un équivalent financier, nous rappelle que nos vies ont du sens. Ça, c'est la première vertu de ces organisations-là. Et elle est pas cardinale, elle est tous azimuts. Et puis la deuxième vertu, c'est que je pense que ces organisations-là sont un garde-fou face à la folie financière. À partir du moment où l'on accepte, d'une part, de transformer la valeur humaine en ce qui est encore aujourd'hui le meilleur moyen d'évaluer cela, c'est-à-dire l'argent, les éléments qui constituent les termes de l'échange, mais non pas pour rémunérer de la finance ou du capital, mais pour améliorer encore les process à l'œuvre, et c'est ça le modèle non-profit, eh bien à partir du moment où on accepte cette idée-là, on peut rêver un petit peu à ce à quoi pourrait ressembler un monde où cette approche à la fois libre, fondée sur chacun d'entre vous, je m'inscris pleinement dans ce qui a été dit tout à l'heure concernant la transformation profonde digitale qui n'est pas en surface mais qui est en profondeur, et donc sur la capacitation, l'empowerment de chacun d'entre nous. Nous avons ça, et donc si ça se réalise, cette forme, qui est la forme la plus libre de l'engagement des hommes avec un grand H et des femmes entre eux, eh bien pourra, je l'espère, conduire l'enfant, du petit enfant qui est aujourd'hui au bord du lac Tchad et qui ne sait pas se nourrir, eh bien conduire l'enfant de cet enfant devenu adulte à ne pas avoir besoin de nous à ses côtés. Je vous remercie.